Voyager à travers le monde au travers de la lecture qui est le moyen le plus efficace qui vous permet, mesdames et messieurs, de découvrir diverses réalités qui renferment l'univers. Bienvenue dans ce énième numéro de Littératura. Vous le savez trop bien, à chaque numéro, il y a toujours un ouvrage que nous vous présentons, question de vous donner les goûts, de toujours continuer à découvrir certaines touches aussi particulières des auteurs œuvrant ici en République démocratique du Congo et pourquoi pas ceux qui œuvrent en dehors de nos frontières. Pour aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Paty Songolo, qui doit nous parler de son ouvrage et de la consommation de ce dernier, de perspective dans la carrière d'écriture. M. Paty Songolo, bienvenue sur ce plateau. Merci bien, monsieur le journaliste. C'est un grand plaisir de vous recevoir afin de parler de votre œuvre de l'esprit. Tout l'honneur est pour moi d'être reçu dans ce somptueux cadre et surtout dans cette émission qui promeut la littérature congolaise en spécial. Alors, votre ouvrage s'intitule La Veuve Noire. Peut-être que les gens s'interrogent, mais ils ne tiennent pas l'ouvrage à main comme d'habitude. Ici, nous devons préciser que l'ouvrage est en version électronique. Électronique, oui. Et dites-nous, pourquoi avez-vous opté déjà pour l'ouvrage électronique au lieu que ce soit en dur? J'ai opté principalement pour l'ouvrage électronique parce que les jeunes qui sont ma cible principale sont sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ils y passent tout leur temps, ils s'expriment, ils traduisent leurs émotions sur les réseaux sociaux. Je suis allé les chercher là où ils sont, là où ils passent le gros de leur temps. C'est comme ça que je produis la version électronique qui est disponible jusque-là. Et vous faites usage de tous les réseaux sociaux pour atteindre tous ces jeunes-là? Ou il y a une certaine particularité dans la diffusion de vos œuvres? Il y a une particularité dans la diffusion des œuvres parce que j'ai sectionné, j'ai produit des épisodes. Donc, puisque les jeunes aujourd'hui, ils prennent la vie par fragments, alors j'ai fragmenté aussi le texte que j'ai publié chaque jour, un épisode, jusqu'à atteindre 2, 3, selon la demande. Et dès que la demande a augmenté, j'ai commencé à publier 4 fois par fragment. Alors, principalement sur Facebook, sur Messenger et très bientôt sur Twitter, parce que toute la masse, le gros des jeunes, sont soit sur Facebook, soit ils sont sur Messenger. Et j'ai pris la latitude de partager sur ces deux canaux qui sont très efficaces, mais aussi sur WhatsApp. Pourquoi ces réseaux sociaux-là? Parce que les jeunes sont plus occupés à passer leur temps sur ces réseaux-là. Alors, votre ouvrage s'intitule La Veuve Noire. Oui. De quoi est-il question dans ces romans? La Veuve Noire, comme l'indique le titre, la Veuve Noire représente d'abord cette araignée. C'est une araignée dangereuse et qui a un venin très mortel qui, après s'être accouplée avec le mâle, tue le mâle. Autant des fois qu'elle va s'accoupler, elle va tuer tous les mâles qu'elle va rencontrer. Et dans le cas échéant, il s'agit d'une femme qui a épousé un homme et qui va le tuer pour sa richesse. Là, on parle de la Veuve Noire. Il s'agit de Bijou qui est une jeune demoiselle venue de Kananga, plus précisément en Ndécha, pour venir faire ses études ici à Lubumbashi. Alors, elle vient d'une famille de paysans. Son père est briquetier, sa mère paysanne, elle fait des petits travaux. Elle représente ces mamans qui s'élèvent chaque jour le matin avec une assiette sur la tête pour vendre du pain, soit des cacahuètes ou encore des afin tomates. De subvenir aux besoins du foyer. Du foyer, justement. Alors cette maman paysanne qui allait laver la vaisselle chez les particuliers, c'était dans le but de faire étudier ses enfants. Et principalement Bijou qui s'est donné aux études. Elle est issue d'une famille de 5 enfants, dont les 4 frères sont presque désœuvrés, ils n'ont pas de travail, ils font des petits boulots, ça et là. Alors Bijou représente la jeune fille congolaise. La jeune fille congolaise dans quel sens? Dans le sens où elle est cernée, elle est coincée par les traditions. Son père veut qu'elle puisse se marier, parce qu'elle a 16 ans, et le village,
paysanne, elle veut se marier au premier venu, au premier paysan qui va se présenter. Mais sa maman, avec ses petits travaux, qui a un frère bien placé, va financer les études de Bijou. Mais avant de pouvoir mettre tout son argent dans les études des Bijoux, il abuse des Bijoux. Il use de son autorité pour faire perdre la fierté à Bijou. Lui qui est son oncle. Qui est son oncle. Donc là, nous voyons directement tous les crimes silencieux. Enfin, disons, nous voyons les abus que nous vivons dans notre société, les abus des personnes qui ont autorité sur d'autres personnes, des personnes qui sont faibles. C'est-à-dire qu'elle a étudié, mais au prix de la douleur, au prix du silence, au prix de la honte, parce que ça fait partie des abus que nous cachons, qui sévit dans notre société, mais qu'on ne porte pas au grand public. Alors, et Bijou, elle, a trouvé normal la vie qu'elle menait dans le toit parental, ou carrément il avait d'autres ambitions? Elle avait d'autres ambitions, démesurées évidemment, parce que pour avoir des ambitions, il faudrait qu'elles soient portées au même titre que vos moyens. Alors Bijou, étant issue d'une famille paysanne, donc pauvre, avait d'autres ambitions. Là, il y a la convoitise. C'est-à-dire qu'elle accepte de vivre la honte, elle accepte de vivre dans la douleur pour accéder à une certaine richesse, à certains biens. Elle est obligée, pour garder son standard de vie, de coucher avec son oncle régulièrement, qui en contrepartie lui verse de l'argent. Et avec cet argent, elle se paye des habits, elle se paye des études. Donc elle fait partie de toutes ces jeunes filles que nous voyons aujourd'hui dans notre société, qui pour survivre sont obligées de céder, voilà, de mettre en exposition leur corps, voilà, afin d'en abuser par voilà, la suite. Voilà. Et c'est vraiment horrible, mesdames et messieurs, vous qui suivez l'histoire de la veuve noire. Et Bijou, est-ce qu'elle était parvenue à arriver à terme de ses études, et comment était la suite de son parcours? Bijou a fini ses études, envoyé à l'université de Lubumbashi par son oncle, qui paye évidemment son minerval. À part son oncle, elle rencontre une autre jeune fille qui la présente à sa tante, qui s'appelle Karine dans l'histoire, dans la nouvelle. Et cette Karine était proxénète. Elle a commencé à utiliser Bijou dans ses affaires, là où elle envoie dans des milieux des grands politiciens qui abusent d'elle, et elle a pris goût. Elle a commencé à se prostituer carrément pour garder un standard de vie. Et avec ça, avec l'argent qu'elle avait, elle a pu terminer ses études tout en épousant un jeune homme qui a aussi fini ici, donc à Lubumbashi, qui venait aussi de Kananga, qu'elle a rencontré à l'université, qui termine ses études et se marie. Le monsieur était, le jeune homme Franck d'ailleurs, comme il s'appelle, était évangéliste. Nous connaissons tous la vie des évangélistes. Il était évangéliste. Après avoir eu du boulot, il change d'attitude. Il devient ivrogne. Il abandonne l'évangélisation pour les divers. Voilà, voilà. Donc, ce qui nous ramène à dire que c'était peut-être les moyens qu'il n'avait pas pour mener cette vie. C'est comme, je comparais cette vie-là je prends un exemple banal, à un chien. On dit toujours qu'un chien, le chien aime l'os, ou il aime les os, s'il faut le dire. Mais personne n'essaie de lui donner un steak pour savoir s'il va manger le steak. Parce qu'on a vu, quand il a eu les moyens, Franck a changé comment dire, à 180 degrés, pratiquement changé d'angle. Il a changé de vie, c'est devenu un ivrogne, et elle était obligée de revenir à son ancienne vie, coucher avec un pasteur qui l'encadrait, coucher avec un autre prêtre qui l'encadrait, et jusqu'à ce qu'elle va voir un féticheur pour tuer son mari, parce qu'il la battait à chaque fois qu'il venait. Voilà. Waouh! Alors, dites-nous un peu, cher auteur, l'histoire est de la fiction ou du vécu vérifiable dans la société? C'est une histoire vraie. L'histoire de la veuve noire de Bijou est réelle. Elle est basée sur la vie d'une jeune demoiselle, d'ailleurs, qui est avec nous à Lubumbashi. C'est après des années de confidence que j'ai décidé, évidemment, de pouvoir mettre ça sur papier et porter ça au grand public. Et quand même, vous avez changé les noms, vous avez carrément octroyé d'autres pseudos dans le but de ne pas être trop serrant par rapport à cette histoire, ou c'est de manière crue? Non, c'est cela, c'est-à-dire que j'ai adapté les noms, j'ai changé
certains lieux où elle a rencontré d'autres messieurs dans le cadre de son métier de professionnel de sexe, où elle a eu des rendez-vous. J'ai pu changer des noms pour adapter l'histoire et mettre ça au goût du jour. Et garder ainsi et respecter, comment dire, l'identité de la personne. Et vous avez dit c'est après plusieurs confidences, mais qu'est-ce qui a motivé à ce que vous puissiez mettre au grand jour cette histoire aussi triste? Elle est triste, certes, portée au grand jour par le fait qu'il faudrait montrer aux jeunes, qui sont évidemment ma cible principale, montrer aux jeunes qu'il y a plusieurs façons de pouvoir accéder à une autre classe. Dénoncer aussi ces abus que nous constatons dans notre société, entre autres les personnes qui ont ascendance, qui ont pouvoir sur les autres, qui abusent de ces individus. Dénoncer cet inceste, le prix de la douleur. Dénoncer le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent accéder dans un milieu, dans une vie qui n'est pas la leur. On le voit principalement avec tous ces jeunes qui prennent des bateaux pour aller en Europe. Mais quand ils arrivent là, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent dans un milieu qui n'est pas le leur. Ce qui veut dire qu'il y en a qui meurent avant d'arriver même à destination. Tout récemment, je pense qu'on a vu une embarcation qui a coulé avec plus de 80 jeunes à bord. C'est-à-dire que c'est dénoncer ces pratiques que notre société utilise jusqu'à ce jour, que nous devons corriger. En fait. Et comment comprenez-vous que les abus ne puissent pas faire objet de dénonciations dans la société où nous nous retrouvons actuellement? Très souvent, c'est en cachette, il y a la douleur que plus d'une personne renferme en elle. Je peux dire que je peux dire que notre société marginalise souvent ces genres de personnes, ces genres d'individus. Quand vous avez été l'objet d'un viol, la société vous regarde autrement. Vous n'avez plus la même considération, vous n'avez plus la même valeur. Il y en a qui vont jusqu'à se suicider. Alors ce n'est pas toujours aisé de pouvoir dénoncer ces genres de pratiques. Certes, la plupart des personnes qui les font toujours à visage caché. Mais là, je porte cette histoire à découvert pour informer les jeunes des faits qui se passent dans notre société. Il y a la convoitise, il y a le viol, il y a des migrations. Tous ces faits doivent être portés au grand public, au grand jour, pour que les jeunes puissent s'imprégner et se forger un autre caractère, se forger, constituer une autre vision. Voilà. Et vu que la société dramatise la dénonciation pratiquement qui peut être faite après avoir été abusée par exemple, vous pensez que la population peut changer, métamorphoser sa façon d'appréhender les choses afin d'avoir le courage de dénoncer en cas d'être peut-être victimisé par rapport à un certain fait? Oui, nous le voyons déjà. Je pense qu'il y a un grand progrès de ce côté-là. Nous voyons la jeune fille dans certaines coutumes, ici chez nous, en Afrique en général, et ici chez nous, Congo en particulier. Dans certaines coutumes, on suppose que la jeune fille est vouée au mariage. À 13-14 ans, elle peut déjà se marier, ça dépend de coutumes. On privilégie plus le jeune garçon qu'on envoie aux études au détriment de la jeune fille. Mais on voit quand même un sursaut de réveil, une prise de conscience par rapport aux différentes familles, par rapport aux parents qui envoient leurs enfants aux études et non pas directement au mariage comme c'est le cas échéant. Prenons le cas de Bijou. Elle vient d'Indécha, sa jeune sœur qui a 14 ans est déjà offerte en mariage. C'est-à-dire à 14 ans, son père a reçu la dot pour prendre la jeune sœur de Bijou en mariage. Et elle, son père ne l'aime pas parce qu'elle va plus aux études et son père aurait souhaité que le premier paysan venu puisse l'épouser. Alors ça, c'est des cas que nous devons relever, nous devons dénoncer, et il faut avoir le courage de le faire. Donc à travers cet ouvrage, c'est une dénonciation de ces genres de pratiques. Et toutes sortes d'impunité, pratiquement. Voilà, où on doit exposer la jeune fille. On suppose qu'elle est bonne pour la cuisine, alors qu'elle peut contribuer au développement harmonieux et intégral de notre pays. Alors, les jeunes qui constituent votre cible, les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, c'est quoi le feedback que vous recevez aussitôt qu'ils découvrent votre touche? Le feedback est que pour la plupart, ils veulent que ça soit tourné en film, que ça soit à la portée de tous, que je le mette sur papier, parce que c'était un essai. J'ai 7 ouvrages pratiquement, qui ne sont jamais publiés, et je les mets en ligne, là où sont les jeunes. Je veux leur donner le goût de la lecture
Et pour donner le goût de la lecture, il fallait fragmenter ces textes, fragmenter cet ouvrage. Ils veulent l'avoir. Ils veulent l'avoir à leur portée pour le consommer. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est comme une tablette de chocolat. C'est-à-dire qu'ils veulent manger maintenant, ou soit après, ou le partager avec des personnes que vous aimez. C'est ça la Veuve Noire. Les jeunes veulent avoir la Veuve Noire à leur portée pour pouvoir lire et partager avec les autres. Elle a captivé les jeunes. Je les ai amenés dans les dédales de l'histoire africaine, parce que c'est pratiquement une fresque de notre vie quotidienne. Et ici, nous devons préciser que vous encouragez le demoiselle à pouvoir dénoncer toutes sortes pratiquement d'immoralités qui puissent être orchestrées à leur camp. Est-ce que les jeunes filles s'y retrouvent dans ce que vous écrivez pratiquement? Nombreuses sont celles-là qui réagissent, qui demandent même la suite, parce que comme je vous ai dit au début de l'émission, j'ai publié cette histoire par fragments. Par fragments, pourquoi? Parce que les jeunes, ça c'est selon mon étude, mon analyse, les jeunes prennent la vie par fragments. Alors il fallait séquencer ces textes pour captiver leur attention. Et la plupart de mes lecteurs, ce sont les jeunes dames qui veulent connaître la suite de l'histoire, parce qu'il s'agit de l'une de leurs congénères. Voilà. Et parlez-nous un peu de perspective, parce que vous n'allez quand même pas vous limiter à la Veuve Noire. Pourquoi ne pas élargir les champs et d'aborder également d'autres thématiques? Vous dénoncez seulement les antivaleurs dans le chef de jeunes, alors que le champ est extrêmement vaste d'autres thèmes que vous pouvez également exploiter. Le champ est vraiment vaste. Je vous invite aussi à découvrir la Veuve Noire. Il n'y a pas que cette dénonciation, je vous amène aussi à la découverte de la culture congolaise en particulier. Il y a dans le 17e épisode, ou la 17e partie, où on voit Bijou qui va à Kinshasa avec Karine, sa protectrice, qui va au mariage de l'une de ses nièces, qui elle, est du Kivu. Elle est Mouchi de Bukavu. Elle s'est mariée à un Sierra Leone. C'est-à-dire que je vous amène aussi à la découverte de la culture congolaise. Métissage culturel. Voilà, dans toute sa diversité. Oui, dans toute sa diversité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, même dans les prochains ouvrages à venir, une lettre à la poste. Je pense que c'est une œuvre à découvrir. Il y a une histoire palpitante, elle est vraiment captivante parce qu'on y parle de quoi? Des réalités quotidiennes. L'objectif principal est toujours de donner le goût à la lecture aux jeunes qui ont perdu ce sens de la lecture. Visitez vous-même les réseaux sociaux pour vous rendre compte même des nombreuses fautes que vous recensez dans les réseaux sociaux. C'est un court texte qu'on peut lire, et si vous mettez un texte avec 1000 signes, personne ne peut le lire. On le zappe. Mais dans les prochains ouvrages que je vais publier, il y aura plusieurs thématiques abordées. Et qu'est-ce que vous garantissez à ces milliers de personnes qui vous regardent? La Veuve Noire sera pratiquement en circulation en dur, comme ça, parce que je sens qu'ils sont nombreux à vouloir le bouquiner également. Il sera disponible dans pas longtemps, donc c'est question d'harmoniser avec l'éditeur. Si à peine nous avons eu un éditeur, je pense qu'ils seront à leur portée et par le même canal, ils seront informés de la disponibilité du livre. Nous sommes en train d'atterrir avec cette émission Littératura. Quel autre détail vous aimeriez apporter au sujet de la Veuve Noire, peut-être qu'on n'a pas su détecter au cours de notre échange? Les détails que je vais apporter, c'est la conversation entre Marlène, qui est une amie de Bijou, qui vient de Paris, qui a carrément brisé qui a franchi toutes les limites de la morale, qui pratiquement est au bord et à la lisière de l'indécence. La conversation entre Bijou et Marlène montre à quel point notre société a déjà connu des fissures. Comment est-ce que notre société connaît des fractures sociales? Si vous voyez la jeune Bijou, qui a à peine 22-23 ans, qui échange sur la sexualité avec sa copine, c'est à tomber de nu, parce que c'est des points qu'elle aborde qui sont pratiquement réels, que nous vivons chez nous. C'est la vie quotidienne de toutes les jeunes demoiselles, la vie quotidienne de tous les jeunes Congolais qui ont lu ce bouquin.
Alors, ce sera pratiquement votre dernière intervention. Nous vous disons merci d'avoir réussi de votre présence ce énième numéro de Littératura et vous venez de fixer rendez-vous dans le tout prochain jour pour la sortie de l'ouvrage La Veuve Noire qui a fait objet de notre entretien. Merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Mesdames et messieurs, ça aura été pratiquement la fin de ce énième numéro de Littératura. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.